Précision et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Croco Hebdo. On va revenir ce soir très largement sur le match nul du Nîmes Olympique vendredi dernier au Costières en présence de nos invités et de nos commentateurs favoris, Patrick Chang et Olivier Martinez. Tout d'abord, un point de présentation justement sur les joueurs du Nîmes Olympique présents ce soir avec nous. Tout d'abord, une présentation sur ce plateau. C'est la première fois qu'il vient. On est heureux d'accueillir Gaëtan Salaire. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Et puis à vos côtés, quelqu'un qui connaît bien le plateau de Croco Hebdo. Alors, on l'a déjà vu évoluer dans le couloir droit, on l'a vu évoluer la récupération de balles, milieu défensif. Maintenant, il joue en charnière. C'est pas Miodrag Stozic, c'est promis, c'est bien Jonathan Parpex. Bonsoir Jonathan. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis face à vous, messieurs, aussi des têtes connues. Casaque grise avec liseré noir. Il s'agit de Olivier Martinez. Bonsoir Olivier. Salut à tous. Et puis dans un bleu Vichy, comment on pourrait qualifier votre chemise, Patrick? Oh, c'est un bleu. Un petit bleu. Pratique, voilà, ouais. Un bleu de chauffe. Un bleu de chauffe, Parce voilà. que Patrick Chang est loin d'être un bleu. Il connaît bien le football. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christophe et bonsoir à tout le monde. Merci messieurs d'être avec nous. On l'a dit, vendredi soir, dans le cadre de la 25e journée du championnat de France de national, le Nîmes Olympique accueillait l'AS Cherbourg, l'occasion de revoir quelques têtes connues au Costières. Olivier, il y avait beaucoup d'attentes de la part des spectateurs, des supporters. On attendait que le Nîmes Olympique puisse réenclencher une série de succès, d'autant plus que depuis quelques jours, on sentait qu'au niveau du calendrier, il y avait peut-être des points à prendre, des équipes en lutte pour la montée qui ne faisait pas les bonnes opérations et finalement le Nîmes Olympique jusqu'à présent n'a pas osé entre guillemets en profiter. Ouais. Déjà belle affluence au Costières, il faut le souligner, annoncé à 4800 personnes. Bon, on ne sait pas s'ils étaient exactement 4800, mais en fait il y avait du monde. Et puis c'est vrai qu'en connaissant nos difficultés à domicile, on espérait que ça tourne un peu parce que les résultats étaient plutôt favorables pour le moment. Malheureusement, c'est vrai qu'on est tombé face à une équipe qui a bien verrouillé la rencontre. Il faut être deux pour faire un grand match. Eux, ils sont venus pour le point du match nul dès la première minute, ça s'est vu. Et ils sont accrochés. Et voilà, on est tombé face à une équipe bien regroupée, face à un mur, même s'ils auraient pu ouvrir le score très rapidement, sans un arrêt extraordinaire de Merville. On a eu quelques occasions, mais ça n'a pas été assez poussé pour faire la différence malheureusement, et on n'a pas tourné, on n'a pas inversé la tendance. C'est dommage parce que ne pas s'imposer à domicile, ça va laisser des regrets pour la suite, et j'espère que ça va passer quand même. Jonathan Parpex, vous étiez de retour depuis quelques jours maintenant dans ce groupe après avoir été blessé. Comment s'est effectué justement ce retour après votre blessure d'un point de vue physique pour, on va dire, récupérer totalement votre niveau? Très bien. Avant la trêve hivernale, j'avais un petit coup de moins bien physiquement. Et puis à la reprise, beaucoup de travail. J'avais demandé au préparateur physique de faire quelques trucs pour essayer de retrouver mon niveau le plus rapidement possible. Et puis voilà, maintenant tout se passe bien physiquement. Techniquement, je commence à retrouver un peu plus confiance en moi et puis tout va bien. Je plaisantais tout à l'heure sur votre capacité à vous adapter aux configurations de jeu sur 11 de départ. On vous a vu dans le couloir droit, à l'époque où encore on ne savait pas trop qui de Yassine Adou, qui de vous. Aujourd'hui, Moussa Sidibé finalement a pris ce poste. On vous a vu en tant que milieu défensif de façon classique. Et surtout, vendredi soir, on vous a vu en charnière du fait des absences notamment de Miodrag Stozic et de Vincent Carlier. Est-ce que c'était pour vous une première? Et si oui, comment vous êtes-vous ressenti aux côtés de Benoît Poulain en défense centrale? Non, c'était pas une première. Après, j'étais rentré après la blessure malheureuse de Manuel Corrèze contre Créteil. Voilà, le coach m'avait demandé beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, donc j'ai essayé de faire le match sérieusement. Voilà, il m'a accordé sa confiance, donc à moi d'essayer de faire un bon match pour essayer de retrouver ma place, parce qu'à ce moment-là, j'avais un peu moins de temps de jeu. Contre le Poiré, ça s'est très bien passé avec encore une fois Vincent Carlier. C'est la deuxième fois que j'étais associé avec lui, et là avec Benoît tout va bien. On m'a beaucoup parlé au début du match, puis le premier quart d'heure j'ai eu du mal à trouver mes marques, mais bon, plus on avançait dans le match, plus ça allait. Patrick, lorsqu'on voit la prestation de Benoît Poulain et de Jonathan vendredi soir au Costières, on se dit qu'il y a de nombreuses solutions entre guillemets de luxe, de remplacement, mais la défense nîmoise a bien tenu vendredi soir.
Oui, c'est vrai que c'était important parce que suite aux 4 buts qu'on avait encaissés contre le Restart, il était important de faire un bon match au niveau défensif. Ça a été fait. Et c'est vrai que Jonathan a su se replacer rapidement dans un poste qui est peut-être pas évident pour lui, mais il commence à avoir du métier. Mais quand même, je préfère le voir au milieu du terrain plutôt qu'en défense centrale. Allez, on va prendre la direction du Stade des Costières avec l'ambiance de vendredi soir et l'avant-match. L'échauffement des deux équipes, du Nîmes Olympique que l'on voit ici pénétrer sur la pelouse et bien sûr la Cherbourg avec, on peut le dire Jonathan, une bonne température après la première quinzaine de février qu'on a pu connaître et des températures polaires. On commence à prendre plaisir à jouer dans ce climat de douceur un petit peu. Ouais, il manque juste un petit peu la qualité de la pelouse et puis tout sera parfait. Qu'est-ce qui manque à la pelouse actuellement? Elle a un peu souffert avec le gel. Donc ils n'ont pas trop voulu l'arroser pour pas dégrader encore plus le terrain. Et elle est un peu friable, quoi. Il y a plus trop la pelouse tient plus à la terre, donc elle accroche plus. Au moindre appui, on arrache tout, quoi. Donc après on se retrouve sur de la terre, c'est compliqué à jouer. Des rebonds, donc un peu moins de qualité technique et ça s'est ressenti un petit peu ce week-end avec les deux équipes. Bon, il faudra s'occuper de cette pelouse, car rappelons-le, cette pelouse a été remplacée quand même en septembre 2009. Ça va faire 2 ans qu'on a changé entièrement la pelouse des Costières. On espère que ça va aller en s'améliorant. On voit ici l'échauffement du groupe nîmois avec quelques retours à noter dans ce groupe, notamment Steve Agui qui avait été mis à la disposition de la réserve le week-end précédent. On voit ici Habib Jean Baldé faire ses débuts aux Costières et puis également le retour de Komlan Ameou. On le voit, Patrick, Thierry Froger fait énormément tourner l'effectif du Nîmes Olympique. Il n'y a pas un groupe, on va dire, qui d'une semaine sur l'autre ressemble à un autre. Non, disons qu'il veut qu'à tout moment, tous les joueurs soient concernés, donc c'est quand même une bonne chose. Et quand on voit Guy, à des moments, il repart avec la réserve, ça lui fait du bien, puisque quand il a fait quand même une prestation relativement correcte, même s'il n'est pas arrivé à marquer ce but qui aurait fait un bien énorme au collectif nîmois. Je crois que c'est important qu'il ait quand même autant de joueurs sous la main. C'est ceux qui peuvent faire la différence, mais c'est vrai que si, en reparlant du match, on a quand même sur le match perdu 2 points. Alors que l'on voit ici, il y a les gardiens à l'échauffement, sous la conduite et la direction de Sébastien Jiménez, Haïdar Al-Shaibani et Cyril Merville à l'échauffement. Et puis de l'autre côté du terrain, l'AS Cherbourg qui évoluait dans ses couleurs classiques. Un club dans une situation particulière, repêché, qui devait évoluer, on le rappelle, en CFA en tout début de saison. Et puis vous allez le voir là-bas au fond, quelques noms. Il y a un numéro 13 qu'on connaît bien, le numéro 13 parce qu'il portait, si mes souvenirs sont bons, aussi le numéro 13. Lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Nîmes Olympique il y a 2 saisons de cela, il s'agit de Sadio Sow qui était présent dans ce groupe de Cherbourg. On parlait du mouvement au sein même du groupe et de la composition. Pour vous, Gaëtan, comment vous vivez justement cette concurrence, cette forme de concurrence qui existe entre les différents joueurs pour trouver une place dans les 16 et sur la feuille de match? Tout d'abord, ça passe par l'entraînement, beaucoup travailler. Après, c'est sûr qu'il y a une concurrence qui est quand même déjà saine, donc c'est bien. Puis il y a des très bons joueurs, des internationaux au poste. Donc c'est difficile, mais voilà, la concurrence est saine, donc ça se passe bien. Quel est votre poste de prédilection? C'est le milieu défensif. Un petit peu comme votre voisin de voilà, droite. Comme Jonathan. Qui a l'air amusé d'ailleurs de votre défense. Non, ça va. Ça va? Bon. Allez, on va regarder la composition des équipes. Tout d'abord, le 11 aligné par le coach de Cherbourg avec Simon Lugier dans les buts. Et je disais, Olivier, ce couloir gauche qu'on pourrait dire très nîmois parce qu'on retrouve 2 noms majeurs de la première partie de la saison 2008-2009 et 2009-2010. Tout à fait, Sadio Sow et Kébé. Sauf que Kébé a dézonné, après il a permuté, je crois, en premier temps, il est passé à droite. Et c'est Kodja qu'on a vu sur le côté gauche qui nous a fait beaucoup de mal d'ailleurs. Sadio Sow, on le connaît, il a été sérieux, bon, il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait son taf, il a défendu comme tout le monde. L'énorme Mboup qui a été monstrueux. Ouais. Je crois que c'est le joueur qui est prêté par Tonon Evian Gaillard. Evian Tonon Gaillard. Dans le désordre. Croix de savoir pour les romantiques du football. Et il a quand même survolé un peu les débats, il a été dur à bouger. Et puis après, c'est vrai que ça va très vite avec Ojo. Ouais. La première est dehors, elle. Et c'est une équipe très solide qui était venue pour chercher le point du match nul. Ils l'ont pris. Ils auraient même pu
l'emporter s'ils avaient marqué cette première occasion là qu'ils ont eu, la seule d'ailleurs, parce que je crois que si on compte les occasions et s'ils en ont une, c'est le grand maximum. Enfin voilà, ils étaient venus pour un point, ils ont pris un point. On va revenir d'ailleurs sur ces occasions et cette chaude balle devant le but de Cyril Merville en première mi-temps. La composition du 11 nîmois avec les joueurs alignés par Thierry Froger. On parlait donc de cette titularisation de Jonathan Parpex aux côtés de Benoît Poulain en défense centrale. En charnière, les couloirs classiques, Maxime Poungé et Moussa Sidibé, respectivement à gauche et à droite. Et puis au niveau de la pointe traditionnelle, Koné, Steve Agui qui prend la place de Nicolas Bénézé sur l'aile gauche du fait de son absence, Mori Ogunbiyi à droite, et puis ce milieu de terrain avec Sébastien Piocel, Habib Jean Baldé et Yacine Adou dans une configuration, un trident quelque peu différent. Baldé joue plutôt en sentinelle devant la défense avec deux pointes que sont Piocel et Adou. Ils peuvent être Parpex ou même Gaëtan John quand il rentre ou Gaëtan. Et puis devant, ça ne bouge pas. Moi, j'ai un peu regretté Koné qui a été un peu trop seul, à mon sens, toute la partie. Il lui manquait quelqu'un derrière un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il a changé, il est passé en 4-4-2. Enfin, on va dire, si Ogunbiyi, on considère que c'est un deuxième attaquant, il est passé en 4-4-2. Mais Ogunbiyi n'a pas pesé aux côtés de Koné. Et voilà, après, on peut toujours refaire l'histoire. Mais c'est vrai que Ripard, peut-être, axial aurait été mieux. Peut-être la rentrée de Thibaut aussi, je ne sais pas. Il aurait fallu lui apporter un peu plus. Comme avait fait Ripard lorsqu'il était rentré à côté de Koné, qu'il avait apporté beaucoup de solutions. Voilà, bon, mais c'est le choix, ça n'a pas été payant. Mais bon. En termes de coaching, d'ailleurs, Patrick, est-ce qu'on peut expliquer, techniquement parlant, par rapport à la physionomie du match, le fait que Thierry Froger n'ait procédé qu'à un seul remplacement, alors qu'on sait on peut en faire 3? Oui, ça a été surprenant parce que je pensais que Ouattara allait rentrer parce que sur les dernières prestations qu'il avait fait à Nîmes, il était saignant, il y avait du jus. Bon, mais après, ça fait partie, c'est les choix du coach. Après, c'est vrai que ça ne donne pas raison puisque ça n'a pas permis de faire la différence. Mais je crois que c'est au niveau technique qu'on a pêché. C'est vrai que peut-être le terrain, comme le disait Jonathan, n'était pas exceptionnel. Mais je crois qu'avec les qualités techniques des joueurs, on aurait dû voir une autre prestation des Nîmois qui se sont bagarrés. Mais c'est normal, quand on est professionnel, de se battre, c'est bien. Mais je crois que les qualités techniques n'ont pas été au rendez-vous sur cette rencontre. On va s'en rendre compte immédiatement dans ce résumé de ce match, comptant pour la 25e journée du championnat national. C'était vendredi soir au Costières. La réception par le Nîmes Olympique de l'AS Cherbourg. Le Nîmes Olympique ne gagne plus en championnat. Depuis le 13 janvier, date de leur dernier succès face à Fréjus, les hommes de Thierry Froger calent dangereusement à un moment clé de la saison. Une tendance qui s'est confirmée vendredi soir au Costières dans le cadre de la 25e journée de National, avec un nouveau match nul concédé face à Cherbourg, une équipe en lutte pour le maintien. Incapables d'imprimer un véritable rythme à la partie, les Nîmois allaient buter sur les cages cherbourgeoises avec un premier tir trop croisé d'Ogunbiyi à la 23e minute de jeu. Une équipe manchoise rarement dangereuse, mais qui avait mis Cyril Merville à l'épreuve 5 minutes plus tôt avec cette percée de Diong bien contrée par le gardien nîmois. C'est vrai qu'on a essayé de gérer les temps forts et les temps faibles. C'est ce qui a été demandé comme consigne avant le match. Parce qu'on sait que lorsque les Costières s'enflamment un petit peu, automatiquement ça se complique très rapidement. Non, j'ai bien géré notre petit bonhomme de chemin. Une gestion habile, notamment articulée aux côtés de deux anciens crocos, Kébé et Sceaux, très actifs dans le couloir gauche. Après un but hors jeu en toute fin de première mi-temps, les Nîmois allaient revenir en seconde période avec les mêmes intentions, sans toutefois trouver la faille. La bicyclette de Koné, à l'heure de jeu, n'inquiétait pas Simon Lugier, tout comme Sébastien Piocel, 5 minutes plus tard, qui ne parvenait pas à cadrer sa frappe après un caviar adressé par Koné en pleine surface de réparation. On a fait un match solide devant une équipe bien organisée, rugueuse. Et on a eu deux opportunités en première, et le retourné de Sédou et l'occasion énorme de Seb. Voilà. Je pense qu'au point, on peut le remporter. En tout cas, on peut le remporter. Et quand vous ne pouvez pas le gagner, c'est bien dommage parce qu'il y a eu de la dépense d'énergie, un combat important au milieu. Et voilà, le résultat n'a pas basculé. Mais dans le contenu, je ne vois pas trop ce qu'on peut reprocher aux joueurs. Des joueurs protégés par leur coach, mais conscients toutefois d'être passés à côté de leur match. C'est pas bien de trouver des excuses. Désolé, mais bon, moi, j'ai peut-être mettre ça sur le terrain. Et sur le fait que, bon... On voulait à tout prix gagner ce match-là, donc à défaut de bien faire, souvent on pêche un peu dans le jeu. Donc je pense que c'est ça. Bon après, c'est comme ça.
Désormais 4e à 5 longueurs du leader niortais et avec un match en moins, le Nîmes Olympique va devoir se remobiliser en vue de son déplacement face au Paris FC vendredi à Charletti avant de jouer son match en retard à Besançon 4 jours plus tard. Voilà, 4 jours plus tard, une sacrée fin de semaine pour le Nîmes Olympique avec 2 déplacements consécutifs. Est-ce que justement dans le vestiaire, Gaëtan, il y a une prise de conscience collective de l'importance du moment que vous traversez et de la nécessité de retrouver au plus vite le chemin de la victoire malgré un calendrier entre guillemets défavorable? Ouais, on sait que ça va être difficile et justement le coach il nous regroupe presque tous les jours, il nous fait une petite discussion pour remobiliser tout le monde. Et on sait que voilà, il y a 4 matchs là qui vont être pas décisifs, mais bon, on reçoit Épinal, on va à Niort, donc c'est des matchs de haut de tableau, donc du coup on sait qu'il ne faut pas perdre quoi. Donc voilà, c'est vrai que tout le monde est remobilisé et tout le monde va serrer les coudes pour aller jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que tout est possible, on le verra tout à l'heure au niveau du classement. Il y a 5 points d'écart, comme on le disait en fin de reportage, entre le Nîmes Olympique et Niort. Si le Nîmes Olympique s'impose à Besançon, il y a déjà 3 points de retard grâce à ce match en retard. Et puis ensuite, il y aura ce match direct avec le leader de National. Donc on le voit, tout est ouvert pour cette fin de saison. On va revenir sur les temps forts de cette partie. On en a vu quelques-uns, les actions chaudes de la première et de la deuxième mi-temps. Avec bien évidemment, juste après le quart d'heure de jeu, cette grosse occasion-là, Cyril Merville a eu l'occasion de se mettre en évidence. Et puis, il y a eu cette ouverture de Sédou Koné pour Mouriola Ogunbiyi qui va rater le cadre de très très peu. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire un magnifique poteau rentrant. Et puis, un petit peu à l'image de l'ensemble de la partie, on disait que parfois le jeu pâtissait d'un certain manque de construction. Vous allez voir, cette emprise, cette domination nîmoise, tous les efforts effectués, notamment dans le couloir, pour conserver le ballon, pour récupérer un maximum de balles, malgré un rideau défensif parfois assez trapu, pour finalement une finition qui s'est avérée médiocre. Hein. On le voit, là. Ici, avec un début de match aussi, un Piocel des plus actifs. Là, on le voit sur la dernière action, c'est sûrement le plus beau mouvement offensif des Nîmois. Conservation, avec des dédoublements, il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de mouvements. Et le dernier geste, qui est le centre le plus important, eh bien, il est derrière les joueurs qui sont obligés de revenir Enfin, c'est le dernier geste. C'est ce qu'il a manqué, la justesse technique dans le dernier geste. Que ce soit Ogunbiyi juste avant, dans la frappe où il doit cadrer. Ogunbiyi, il doit mettre l'extérieur du pied. Il a mis, c'est vrai que s'il prend extérieur pied droit, et le ballon il va différemment et ça peut faire un but. Mais bon, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Moi qui jouais de l'extérieur, c'était bien. J'aurais mis l'extérieur. Jonathan, depuis le terrain, comment justement vous avez ressenti le jeu développé par vos adversaires? Qu'est-ce qui vous a gêné dans cette équipe de Cherbourg qui était présentée en tout cas sur le papier comme nettement prenable? On était prévenus au début du match avec Ben. Voilà, les coachs nous avaient prévenu que Belvito devant c'était quand même quelqu'un qui était beaucoup présent dans la surface. Donc on l'a vu à un moment, j'ai laissé 50 cm libre dans la surface, il a réussi à mettre une tête. Donc on a vraiment dû faire attention à ça. Il a bien muselé quand même, on l'a pas trop vu. Après il était pas mal esselé par ses coéquipiers, donc c'était compliqué pour lui. Après Kébé nous a fait du mal. Et beaucoup remuant. Quand il a vu que Max, il n'arrivait pas trop à déborder Maxime, plutôt rentrer à l'intérieur. Et puis Kodja de l'autre côté, c'était pareil, pas mal remuant, assez physique, même si Moussa, il y avait du répondant. Et puis voilà, quelques écrans, quelques courses croisées, et ils nous ont mis un petit peu en difficulté, même si ils n'ont eu qu'une occasion. On les a bien muselés tous les matchs. Une équipe de Cherbourg qui est parvenue à ramener ce point du match nul du Stade des Costiers. On va observer une courte pause et puis on se retrouvera dans la seconde partie de cette émission pour bien décrypter tous les résultats et les enseignements tirés de cette 25e journée. On sera également en salle de presse pour recueillir toutes les opinions, tous les avis, toutes les réactions des joueurs et des coachs de Nîmes et de Cherbourg. Et puis on reviendra bien évidemment avec nos commentateurs Patrick et Olivier pour tous les temps chauds de ce match. Restez sur TV Sud, Croco Hebdo revient très vite.
De retour sur le plateau de Croco Hebdo pour la deuxième partie de cette émission avec nos consultants Patrick Champ et Olivier Martinez au sommet de leur forme. On aura l'occasion de revenir avec eux sur cette soirée partagée vendredi au Costières et puis face à eux bien évidemment nos invités joueurs milieu de terrain au niveau olympique, Jonathan Parpex et Gaëtan Salaire. Présent bien évidemment vendredi pour ce match nul du Nîmes Olympique face à l'AS Cherbourg. Immédiatement, messieurs, on va rebondir sur les réactions, les opinions des coachs, des joueurs après ce score nul et vierge, 0 partout. De la déception, des explications et aussi des satisfactions de la part notamment de Thierry Froger qui était satisfait du fond de jeu donné par son équipe. Je vous propose de les écouter dans ce sujet. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait avec un adversaire qui nous a imposé un gros physique. On a pris le dessus sur leur côté droit. Ça n'a pas payé, mais je pense que ça s'est joué à peu de choses. Et je pense qu'on avait des opportunités de le gagner. On doit mettre un peu plus de mobilité, d'alternance. Ça s'est fait parfois, ça ne s'est pas fait tout le temps, mais je pense qu'encore une fois, ce sont des matchs qui vont jouer sur pas grand-chose et on a raté les petites opportunités importantes. On a vu que l'équipe de Cherbourg était ambitieuse et qu'il fallait surtout être courageux, pas renoncer. Il y avait des contacts rugueux et d'être plus en mouvement, plus libéré dans la zone de finition. Et je pense qu'on a réussi parfois, mais on ne l'a pas fait assez. Je suis déçu d'avoir raté cette occasion, c'est normal, parce qu'on savait que ça allait être un match assez fermé, puisqu'ils étaient positionnés défensivement en 4-5-1, donc on savait qu'on aurait un petit peu moins d'occasions, et les 2 ou 3 qu'on a eues, il fallait les mettre au fond, et non celles que j'ai eues, malheureusement. Donc je pense que ça aurait été dans la logique des choses, parce que même si on est déçu du résultat, forcément on avance tout doucement avec ce point dans le contenu. Je pense qu'on a gagné des matchs où c'était un peu moins cohérent. Et là, c'est vrai que ce soit dans la mise en place, dans l'engagement, dans le pressing, c'était vachement intéressant. Après, bon, en face, il y avait un adversaire coriace. Et encore une fois, donc ça devait se jouer à pas grand-chose. Et malheureusement, on ne marque pas ce but. Dans la situation où on est, parce qu'on est quand même sur le podium, on se dit que voilà, ça se joue à des détails. Et là, leur occasion, c'est une petite erreur d'inattention, et puis on a failli le payer cash, quoi. Même si au vu du match, on a quand même beaucoup plus d'occasions qu'eux. Pas énormément non plus, mais bon, les occasions, on doit les mettre au fond, c'est des détails, hein, comme on dit. Ça fait 3 matchs qu'on ne prend plus de but. Ça, c'est intéressant pour le maintien. Parce que nous, on est avant tout là pour le maintien. On a appris tardivement qu'on était repêché, avec un effectif de CFA au départ. Donc non, c'est très intéressant, il faut continuer cette dynamique. On reste sur 4 matchs sans défaite. Et puis prendre un point chez le deuxième, surtout au Costières, c'est toujours bien. Je suis frustré par rapport à la débauche d'énergie que l'équipe met et à ce qu'on a à la fin. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, mais bon. Après, il faut continuer à travailler, hein. Il reste 14 voire 15 mois, je ne sais plus, mais bon. Ça fait partie du football, c'est comme ça. On a fait le taf. On a été très très costaud défensivement. On s'est parlé cette semaine en disant qu'au Costières on prenait beaucoup de buts, on faisait des prestations un petit peu en dents de scie. Donc on avait décidé de garder un bloc très très compact, beaucoup de solidité défensive, et puis comme à tous les matchs on a des occasions. On pensait que ça allait venir petit à petit. C'est le deuxième match de la saison où on n'arrive pas à marquer. Après Fréjus, le deuxième match de la saison, donc quand même c'est qu'on arrivait à marquer à tous les matchs. Donc ouais, beaucoup de déception, parce qu'on regarde leurs prestations offensives, ils n'ont qu'une occasion, et puis on n'arrive pas à concrétiser les nôtres. Donc ouais, beaucoup de déception. Nous, la pression, on arrive même à se la mettre nous-mêmes. Donc on sait ce qu'on veut et on sait que il va falloir bagarrer jusqu'au bout. De toute façon, à partir du moment où vous avez gaspillé des points à domicile, il faut aller les chercher à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'à domicile, on a un parcours qui est très moyen pour une équipe qui veut être sur le podium. Voilà, ça l'objectif pour nous, c'est d'avoir 45 points pour se maintenir. On est rendu à 27. Le chemin est encore très long. Donc maintenant, il faut bonifier la maison. On va recevoir Martigues le week-end prochain. Il faut absolument qu'on arrive à prendre les 3 points à domicile contre Martigues. Parce que derrière, on a 3 déplacements. Rouen et puis
encore 2 gros matchs à l'extérieur, donc c'est important de prendre les 3 points le week-end prochain. C'est ce qu'on a à faire. Le podium, c'est vrai que c'est important, mais bon, le plus important, c'est d'y être à la 38e journée. Donc non, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas en pression parce qu'on est sur le podium. On a des blessés, on a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Et puis voilà, on va avoir besoin de tout le monde jusqu'à la fin de l'année, mais non, il n'y a pas plus de pression que ça. Et puis on voit que même si d'autres équipes perdent des points, donc qu'on se fait dépasser. Donc maintenant, il faut aussi, il faut pas tout voir en noir aussi. Donc c'est un championnat qui est difficile, qui est long. Je pense qu'il faut continuer à être dans ces 5 ou 6, dans les 4 ou 5 matchs qui vont arriver. Donc c'est-à-dire aller prendre des points, donc aller gagner à l'extérieur. Donc au moins sur les 2 matchs qu'on va avoir là dans une semaine. Et à partir de là, donc, le plus important, quoi qu'il arrive, ça sera d'être sur le podium à la 38e journée. Le mois décisif du Nîmes Olympique avec ses 2 déplacements à venir vendredi soir à Charléty avec ce match contre le Paris FC, puis le mardi suivant, le match en retard face à Besançon avant la réception d'Épinal et puis cet autre déplacement sur la pelouse des Chamois niortais. 45 points, l'objectif affiché pour le 20e par le coach de cette équipe de Cherbourg. 45 points, c'est actuellement d'ailleurs le nombre de points détenus par Niort en tête de ce championnat national. Donc on le voit, il y a encore beaucoup de points à distribuer d'ici la fin de la saison. J'imagine, Patrick Champ, au vu des commentaires et des appréciations données par les coachs, par les joueurs à l'issue de ce match, qu'on ne peut que partager l'avis que cette année, le Nîmes Olympique gâche beaucoup de points à domicile. Oui, disons qu'il a reconnu, Thierry Froger. Maintenant, c'est les matchs qui arrivent. Je crois que on était un peu au creux de la vague. Ça fait 3-4 matchs où c'est pas exceptionnel. Je crois qu'on va avoir, comme on dit, un temps qui trempe et un temps qui détrempe. Et il va falloir à tout prix gagner à l'extérieur pour rester dans le bon wagon. Parce qu'il y a l'effectif mais à condition de persévérer et de prouver qu'on a un effectif pour pouvoir monter. Moi, j'en suis persuadé, mais c'est vrai qu'il y a eu des doutes sur la prestation de vendredi soir. Il ne faudra pas douter pour les 13 journées qui attendent encore les footballeurs de National et plus précisément pour ce qui nous intéresse, les Nîmois. On va regarder justement les résultats de cette 25e journée avec ce tableau récapitulatif de toutes les rencontres. La victoire de Créteil-Lusitanos sur la pelouse de Niort, 2-0. Le Paris FC qui l'a remporté sur le même score 2-0 à domicile face à Vannes. L'Aviron Bayonnais qui a été défait par Luzenac, mais qui s'est bien battu parce que Luzenac gagnait 3-0 et Bayonne est revenu en fin de partie. Beauvais et Besançon se sont quittés sur un score nul et vierge, 0 partout. Le Gazélec d'Ajaccio et les coéquipiers de l'insatiable Michael Coloredo l'ont emporté sur la pelouse de Colmar 2-0. Victoire à l'extérieur encore pour Épinal à Rouen. Red Star, Paris FC, c'est du 0 partout. On précise bien évidemment que la rencontre entre Paris FC et Vannes, c'était le mardi 21 février, c'était un match en retard. Nîmes, donc Cherbourg, 0 partout. Le Port-et-Survie et Orléans, 1 partout. Créteil qui l'emporte 2-1 face au Petit Quevilly. Fréjus-Saint-Raphaël qui est tenu en échec 0 partout face à Niort. Vannes l'emporte 2-0 devant l'Aviron Bayonnais. 2 matchs ont été reportés. Besançon-Martigues ainsi que Luzenac-Beauvais. Besançon qui compte déjà 3 matchs en retard. Lanterne rouge de ce national, 3 matchs en retard, notamment du fait des conditions climatiques particulièrement difficiles pour cette équipe, dont la pelouse est très régulièrement gelée du fait des températures particulièrement basses qui sévissent depuis le début du mois de février. On va regarder le classement récapitulatif, toujours avec cette question des matchs en retard. Niort et le Gazélec qui ont un match en retard à jouer, 24 matchs joués à l'heure où nous parlons, 45 points pour Niort, 41 pour le Gazélec, 41 points également pour Vannes qui est 3e avec le nombre de matchs par contre joués, 25 matchs joués pour Vannes. En revanche, tenez-vous bien, Épinal avec 41 points et 4e, mais encore 2 matchs de retard. Donc on le voit, il va falloir attendre quelques semaines pour que ce classement puisse véritablement s'équilibrer, car les positions que l'on voit actuellement sont trompeuses, parce qu'il y a encore 1 à 2, voire 3 rencontres à jouer pour les équipes concernées. Nîmes est donc 5e avec 40 points et un match en retard.
tout comme Rouen qui a 38 points. 7e le Paris FC avec 35 points, tout comme Créteil. 9e rang occupé par Fréjus-Saint-Raphaël avec 34 points. 4 longueurs d'avance sur le 10e Luzenac qui remonte bien après avoir été dans la zone rouge. 11e Quevilly avec 29 points dans un tir groupé avec Orléans, le Red Star et Colmar. Et tenez-vous bien, Orléans a joué à ce jour 21 matchs. C'est-à-dire que Orléans a 4 matchs de retard. Donc c'est vraiment un calendrier qui est difficile à suivre. 16e Cherbourg avec 27 points. Une bonne opération pour le club normand. 17e Beauvais avec 26 points. Et dans la zone rouge, Martigues est toujours en zone de relégation mais n'a pu jouer face à Besançon, 23 points. 19e Bayonne avec 2 matchs de retard, 20 points. Et dernière place pour Besançon avec 3 matchs de retard, 19 points. Tout peut arriver, on va le voir dans le prochain mois avec tous ces matchs qui vont se jouer au fur et à mesure. La prochaine journée, on va la découvrir avec Épinal, Le Poré-sur-Vie, ce sera demain mardi à 19h. Jeudi à 20h, Orléans-Vannes, et puis les matchs de vendredi. Quevilly, Le Poré-sur-Vie, Épinal, Red Star, Colmar, Besançon, Niort, Rouen, Beauvais-Créteil, Paris FC, Nîmes, Charletti. Et c'est à 20h vendredi soir. Et puis les matchs du samedi, le Gazélac-Ajaccio recevra Luzenac, l'Aviron Bayonnais accueillera Fréjus-Saint-Raphaël. Enfin, Cherbourg recevra Martigues, l'équipe désormais coachée par Jean-Luc Vanouki. C'est vrai que c'est assez trompeur, Olivier, lorsqu'on voit ce classement et ces matchs en retard qui donnent finalement une vision faussée, entre guillemets, ou en tout cas incomplète. Ouais, c'est clair, puis en plus il va falloir les jouer rapidement parce que on sait qu'après en fin de saison, sans parler d'arrangement, certaines équipes qui sont assurées de se maintenir inconsciemment se relâchent un peu, donc ça facilite aussi les choses pour les équipes qui jouent quelque chose. Donc il va falloir vraiment que tout le monde soit à niveau d'ici quelques semaines afin que l'équité soit respectée. Mais c'est vrai que ça force beaucoup les choses quand on voit notamment la 3e place de Vannes qui est la seule équipe à être à jour. Voilà, donc on sait que Vannes ils sont 3e mais pas pour longtemps, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes attentif justement à ces matchs en retard, Jonathan, ou bien est-ce que, comme pouvait le suggérer Moussa Sidibé dans ses propos tout à l'heure, il dit bon, il y a des matchs à jouer, peu importe le classement, si on est devant, si on est derrière, l'essentiel c'est de gagner, de se remettre sur le chemin de la victoire. Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Moussa. Le classement il est ce qu'il est pour le moment, il reste 13 matchs, c'est très très long. L'important c'est d'y être à la 38e journée. Si on peut y être avant, ben, tant mieux. Après, personnellement, je préfère être chassé qu'être chasseur, quoi. Donc voilà, pas plus de pression que ça. Et puis on sait ce qu'on a à faire. On a tous le même objectif. Tout le monde tire dans le même sens. Voilà, je pense qu'on va y arriver. On va regarder le temps de jeu, les statistiques des joueurs du Nîmes Olympique, les 5 joueurs les plus utilisés par Thierry Froger depuis le début de la saison en championnat, avec Mauritana Ogunbi avec ses 2025 minutes et ses 23 matchs joués. Deuxième place pour le capitaine Benoît Poulet avec 1980 minutes. Troisième, Maxime Poungé, le Bordelais prêté, rappelons-le. Bordeaux qui va un petit peu mieux là depuis quelques temps, avec 1899 minutes. Quatrième, Vincent Carlier avec 1702 minutes. Cinquième, Sédou Koné qui chipe la 5e place à Miodrag Stozic du fait de son éloignement et de sa blessure. 1393 minutes pour le goléador du Nîmes Olympique en seulement 18 matchs, du fait notamment des suspensions et des exclusions qu'a pu subir Sédou Koné. Vous concernant, Jonathan, vous êtes à quasiment 1200 minutes de jeu. Vous vous sentez comment cette année dans ce collectif nîmois? De mieux en mieux, de plus en plus de temps de jeu par rapport aux saisons précédentes. Donc ça fait plaisir et puis j'espère qu'à la fin de l'année, on sera récompensé d'une montée. Parce qu'on fait tous les efforts pour ça, donc ça serait bien qu'on soit récompensé. Pour vous, Gaëtan Salaire, 238 minutes de jeu cette saison en championnat, 7 apparitions sous le maillot croco. Quel est là encore votre ressenti, puis surtout en tant que footballeur par rapport à ce que vous avez connu, comment vous vous sentez évoluer professionnellement parlant? C'est quand même une très grosse satisfaction d'être dans le groupe pro et d'avoir ce temps de jeu vu de là où je viens, quoi. Puisque j'arrive de première division, même si j'ai fait toute ma jeunesse à Nîmes. J'étais parti à Besançon, donc j'ai fait 2 mois. Puis là, d'être là, voilà, si on me l'aurait dit il y a un an en arrière, je n'aurais pas cru, donc je profite de chaque moment qu'on me donne et de donner le maximum. Donc voilà. Parcours singulier, Patrick Chan, que celui de Gaëtan.
Oui, mais je crois qu'à un moment, il est sorti du système, mais il a eu la chance de pouvoir rebondir. Et il a saisi à bras le corps, hein, parce qu'une fois on passe à côté, la deuxième on se dit il faut tout manger. Et je crois que sur le terrain, il dévore tout le monde. Et c'est vrai qu'il se fait une place au soleil, malgré le nombre incalculable de joueurs de métier qu'il y a au milieu du terrain. Il ne faut pas oublier que ce sont des pros qui ont 250 ou 300 matchs. Et bon, Gaëtan arrive, et il secoue un peu le poignet, et les autres, ils doivent avoir derrière eux, ils sentent que la jeunesse pousse. Il est clair que si vendredi nous menions au score à un quart d'heure de la fin, et je pense que Gaëtan serait rentré à la place de Sébastien Piocel pour verrouiller, pour fermer. Bon, après, c'est des circonstances de jeu qui font que quand il est dans le groupe, il ne peut pas rentrer si on est mené ou si on ne gagne pas. Donc ça, c'est normal. Les circonstances de jeu, est-ce qu'au niveau du groupe, dans le jeu, par rapport à ce qui s'était construit notamment à la fin de l'automne et au tout début de l'hiver avant sa blessure, est-ce que quelque part quelque chose a changé entre vous par rapport à l'absence notamment d'Emmanuel Corrèze, Jonathan? Plus de cohésion. On a vraiment un groupe vraiment très soudé. Tout le monde parle avec tout le monde, personne n'est exclu. Donc tout le monde se sent concerné par rapport à l'objectif et puis voilà, tout le monde tire dans le même sens. On va revenir sur le classement des buteurs avec malheureusement pas d'évolution depuis le match de vendredi. Seydou Koné toujours premier avec 15 buts, 8 buts d'avance sur Steve Agui, 5 réalisations pour Ogunbi, 4 pour Bénézé, 2 buts pour Adou, Jonathan Parpex, Benoît Poulain, Milorad Stozic et une réalisation pour Emmanuel Corrèze, Lamine Diarra-Souba, Abdelmalik Sissane, Issouf Ouattara et Renaud Ripard. Du côté des passeurs, c'est toujours Mauritala Ogunbi qui est premier avec 15 passes décisives, devant Steve Agui avec 3, Seydou Koné également 3 passes décisives, et puis une passe décisive pour Gaëtan Salaire, notre invité, Benoît Poulain, Jonathan Morpex, notre second invité, Abdelmalik Sissane, Maxime Poungé, Emmanuel Corrèze et Nicolas Bénézé. On va d'ailleurs revenir sur nos passeurs décisifs. On a souvent parlé dans cette émission, vous savez, à travers le décibélomètre des buteurs. Jonathan Parpex qui est numéro 1 de notre décibélomètre. On espère très bientôt que ce top but va encore évoluer avec encore de très belles réalisations. Mais je crois que Jonathan est très bien parti pour finir numéro 1. Vous en parlez un petit peu ou pas Non, personnellement on n'en parle pas. Là j'en ai touché un mot à Gaëtan tout à l'heure par rapport à la bicyclette de Seydou. Je pense que s'il marque, il n'y a aucune discussion à faire. On nous a parlé aussi de Stozic à l'extérieur. Mais ouais, je pense que Stozic, avec le but qu'il met à Queville, là, le deuxième, je pense qu'il mériterait quand même de rentrer dans le top 10. Et après, moi personnellement, si je peux finir premier, ça me va très bien. Voilà, parce que déjà, je suis pas de nature buteur, donc ça serait une fierté personnelle que je prendrais avec plaisir. Je me rappelle que d'ailleurs que l'an passé, le numéro 1 n'était pas un buteur non plus. Il s'agissait d'Olivier Davidas, qui avait fini numéro 1 avec une frappe à la Michel Bastos, pour paraphraser notre ami Patrick Champ. Allez, on va regarder nos passeurs décisifs. On va replonger dans les archives de Croco Hebdo. C'était à Bayonne pour votre passe décisive, Jonathan, sur Seydou Koné, pour l'ouverture du score. C'est votre passe décisive, donc comment vous l'avez vécu, ce moment-là? À cette période, je revenais de suspension. J'avais purgé mes 4 matchs. Timing. Et puis le match précédent contre Niort, un but. Et puis là, une passe D. Donc un retour très satisfaisant. Retour satisfaisant. Et c'était aussi l'époque, on observe, Olivier, c'est particulier, c'était l'époque où le Nîmes Olympique avait l'habitude de marquer très rapidement, et notamment à l'extérieur. On pense au but de Steve Agui à Ajaccio à la 3e minute. Et là, Seydou Koné, si mes souvenirs sont bons, marque avant le quart d'heure de jeu, en tout cas assez rapidement. Oui, il y a des cycles inexplicables des fois. Dans le football, on ne sait pas. Mais bon, dans l'ensemble, cette saison, les Nîmois sont bien rentrés dans leur partie là-dessus. On a connu des saisons où justement c'était l'inverse. Donc là-dessus, il y a pas, là, il leur a tiré un bon coup de chapeau parce qu'ils sont dessus dans la rencontre. Puis c'est jamais trop tôt pour marquer. Hein. D'abord, ça aurait été bien si vendredi on avait marqué. De bonne heure. Mais bon, c'est comme ça aurait changé les événements. Et puis quelqu'un qui a également été passeur décisif au Costières, on espère qu'il en sera de même, et qui sait peut-être qui sera un jour buteur. Il s'agit de Gaëtan. On va redécouvrir ces images. C'était le 14 janvier dernier face à Fréjus Saint-Raphaël. Et cette ouverture que vous faites, Gaëtan, pour Renaud Ripard, pour son premier but avec les pros. Là aussi, on imagine la satisfaction d'avoir été
à l'œuvre. Ils ont raté la passe. Ouais, c'est sûr, ben, ça fait plaisir pour Renaud. Après, comme on en parlait tout à l'heure, je le fais pas forcément exprès. Je sens qu'il est dans mon dos, mais je vois pas le bloc de Fréjus haut comme ça. Et le ballon passe, donc du coup, ben, voilà, il part seul au but et après, il finit le boulot. Et bien dosé, parce qu'il n'a même pas besoin de la toucher. Il ralentit presque, il atteint. Il a besoin de la toucher. Un peu de chance, il en faut des fois. Il y a aussi une entente particulière justement dans ce groupe qu'on pourrait appeler entre guillemets pas des minots, mais des jeunes en tout cas du niveau olympique. Ouais, ben, c'est vrai qu'avec Renaud, on est monté en même temps, on a presque fait tous les matchs en même temps. Donc du coup, ouais, ça nous a resserré un peu, parce qu'on était dans la chambre ensemble, donc du coup, ça nous a un peu resserré. Et donc voilà, c'est bien, quoi. J'imagine qu'il y a aussi une forme peut-être de frustration lorsqu'on vit un match comme celui de Cherbourg, qu'on ne peut pas entrer en jeu, parce qu'on attend le feu vert du coach, qu'on sent qu'on a les clés peut-être de la victoire, et finalement qu'on est cloué sur son manque sans pouvoir rien faire. Ben, pour Cherbourg, je n'étais pas dans le groupe, donc je pouvais pas. En tout cas, tu n'as que spectateur. Voilà. Mais voilà, oui, c'est sûr que comme à Martigues, où là j'étais dans le groupe et que la décision ne se fait pas, après c'est dur de faire rentrer les joueurs. Voilà. Souvent, je rentre quand on mène au score, comme disait Olivier, pour verrouiller. Donc des fois, voilà, on est là, on est sur le banc et puis on attend, mais bon, c'est vrai que bon, si ça ne se décide pas, c'est dur de faire les changements, quoi. Patrick, on va revenir sur d'autres informations relatives au Nîmes Olympique, avec notamment un petit bilan de ce qu'a été le week-end au niveau des différentes équipes. Ouais, mais il y a la réserve professionnelle qui a perdu à Anglette, c'est dommage, sur un petit but. Ouais, c'est vrai que ça change énormément une réserve, on le sait, mais encore, il faut grappiller les points. Le Sud-Ouest ne réussit pas au niveau le Sud-Ouest, ouais, je ne sais pas si ils mangent un peu de foie gras là-bas ou quoi. Non, mais là, blague à part, je crois que c'est un championnat qui est très difficile parce qu'il faut prendre les points encore maintenant, parce qu'en fin de saison, sur les 2 ou 3 derniers matchs, il y a toujours un petit peu des ententes cordiales entre clubs. Quoique là, cette fois-ci, on n'est pas sur l'île de Beauté. Et par contre, au niveau des U19, j'ai vu une belle rencontre avec les poulains de Greg Meillac et de Didier Place, qui ont fait un très très bon match, une très belle rencontre contre le OGC Nice, qui est quand même première de son groupe. Et il y a eu un match technique très enlevé, beaucoup de spectateurs. Et je crois que la relève aussi, il y a peut-être certains bons joueurs. Et en plus, Ripard a joué aussi encore avec cette équipe. Je crois qu'il ne faut quand même pas le brûler non plus, parce qu'il avait joué, je crois, la semaine dernière contre Montpellier. Il avait marqué, il avait scoré. C'est un jeune joueur. Après, il n'y aura plus de gasoil. Il faut faire attention à ça pour les blessures. Mais je crois que c'est une belle prestation qu'ont fait les U19 du Nîmes Olympique. Belle prestation en effet pour les U19, les joueurs, on le rappelle, qui sont âgés de moins de 19 ans. Ouais, pour celles et ceux qui ne sont pas des inconditionnels du football et de la langue de Shakespeare, parce qu'on rappelle le U19 c'est under, c'est-à-dire c'est en dessous, c'est en anglais. Voilà l'explication. On va revenir sur un aspect de la soirée de vendredi. Pas de décibélomètre ce soir, on attend qu'il y ait de nouveaux buts. Parce qu'il faut dire quand même que les matchs sont très particuliers à vivre. Alors il y a une équipe qui est très soudée sur le terrain, on le sait, c'est celle du Nîmes Olympique, et puis en tribune sud il y a 3 commentateurs qui jouent de la voix, qui font leur gamme pour vous rendre compte du match de football. Alors j'avais la chance vendredi soir d'être aux côtés de Claude Martos, de Patrick Champ et d'Olivier Martinez pour leurs commentaires, et il y a toujours une phase qui est décisive pour la préparation d'un bon match commenté, c'est toujours, on va dire, le réglage du son. Une question, Olivier, est-ce que vous, le week-end, vous officiez comme DJ? Est-ce que vous manipulez des mixettes de son Qu'est-ce qu'on a fait? Il était pas bon le son? Ah non, le son était tout à fait remarquable, mais pour un son remarquable, il faut une préparation tout aussi remarquable. Alors vous allez le voir, c'est Olivier qui dirige le réglage du son auprès de ses partenaires de commentaires. Et puis au moment où on règle le son, parfois il arrive quelques échanges, quelques essais, quelques considérations d'avant-match que vous n'aurez pas l'occasion d'entendre dans le match qui suivra cette émission avec la retransmission donc entre Nîmes et Cherbourg, mais dont je vous livre quelques perles. Bon, on a essayé d'être le moins grossier possible, éloigner quand même les enfants par prudence et regarder DJ Olivier Martinez avec MC Claudio et Patrick C. 3, je m'en vais au bois. Ouais. Vas-y encore. 4, 5, 6, cueilleur de cerises. Et nous dit, on ne voit pas. Vas-y. 7, 8, 9 dans mon panier neuf. J'ai plus de retour, moi. Non. Oh, purée. Patrick, t'es numéro. Vas-y. C'est moi, le 2. Là, j'attends plus rien. Vas-y, parle encore. Ouais.
Et moi, Moi, j'entends plus rien. J'ai plus rien, moi. Vas-y. 1, 2, est-ce que ça entend tout cela? Non, moi, tu as soif? Va chercher à boire. Oh, conne des Manon. c'est un sapin de Noël qu'on joue. Les boules toutes rouges. Ça y est, oh. Ça y va ou pas? Kébé, il va pas passer une grande soirée, je crois. Non. Ouais. C'est pas beau ce bleu qu'ils ont. C'est parti, messieurs, dames, pour cette 25e journée du championnat de France de national. Les Nîmois accueillent sur leur terre, aux Costières, les Cherbourgeois d'un certain Philippe Coursin. Bonsoir Patrick, bonsoir Claude. Très bien. Bonsoir Patrick, bonsoir Claude. Vous voyez le professionnalisme d'Olivier qui, au moment du coup d'envoi, est prêt pour vous livrer le commentaire après des considérations. Vous avez vu beaucoup de couleurs avec Claude Martos qui n'a absolument pas apprécié la couleur des maillots de Il est toujours tranchant. En revanche, rassurez-nous, Olivier, vous n'avez rien contre toutes les Manons du monde. Ah non. Vous aimez les Manons, ouais, voilà. C'est l'expression de chez nous. Une expression des plus triviales. Voilà, un petit peu des coulisses. Il se passe toujours quelque chose en tribune sud, notamment avec les drapeaux des supporters qui sont devant nous. Les crocos. C'est des canards quand même, au niveau de la technique. Ah oui, voilà, c'est... Il y a encore un progrès. Promis, la prochaine fois, on travaille la palette. C'est promis, on passe à la palette la prochaine fois. Voilà. Bon, en tout cas, on va suivre avec beaucoup d'attention, messieurs, vos commentaires. C'était un petit clin d'œil juste avant, justement, le match que vous allez pouvoir suivre sur TV Sud. Merci, Gaëtan. Merci. Merci, Jonathan, d'avoir été avec nous. Bonne fin de saison. Et puis, on espère vous retrouver bien au sommet avec ici des statistiques améliorées, quelques buts et quelques passes d'ess. Ça sera très très bien vu. Olivier, Patrick, rendez-vous est pris lundi prochain. Ouais, lundi prochain. Pour un nouveau numéro de Croco Hebdo. Pour analyser une victoire normalement, parce qu'à l'extérieur, ça se passe plutôt bien. Ouais. Voilà. Allez, victoire à Charletti. On y croit dur comme fer. Rendez-vous est pris donc pour un nouveau numéro de Croco Hebdo. Vendredi, match à Charletti. Puis mardi, autre rencontre à Besançon. Oui, petit mot aussi, on va faire un petit coucou à Patrice Chacon qui doit nous regarder. Voilà. Parce qu'on sait qu'il a subi une opération. On lui fait un petit coucou. Et puis, parce qu'il d'habitude, il était à nos côtés. Là, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc voilà. On le salue, c'est vrai. Et fidèle téléspectateur. Et bien sûr, à tous les supporters du Nîmes Olympique qui suivent l'émission et qui se rendent au Costières. Merci à vous pour votre fidélité. Belle soirée sur TV Sud. Et allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.